sur Happiness. Il y a des personnes qui ont créé le YouTube français et c'est le cas de notre invité en direct du Retro Game Festival. Alors si je vous parle de jeux vidéo, Minecraft, humour et surtout Pyro Barbare, vous aurez bien évidemment reconnu Bob Lennon. Bob, bonjour. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et ça rend moins bien quand il y a de l'écho. C'est pas ça, on a l'impression le mec il est tout seul. Ouais, bonsoir, tu sais, il est devant son miroir tous les matins. C'est la magie du direct. C'est ça, la magie. Alors tu as commencé en 2011 notamment avec Fanta dans des vidéos guides pour Minecraft. 2010, regarde, dès le début. Hein, c'est le sketch des inconnus. Non, mais je suis bien placé pour le taf. Je suis bien placé pour le savoir, je touche une rente à vie. Alors du coup, comment ça s'est passé en 2010 ? J'ai été recruté. À l'époque, je jouais simplement sur un serveur Minecraft et je faisais une petite ville qui s'appelait Nouvelle-Azur. J'étais très content de mes architectures, j'étais très content de tout ce que je faisais. Rien de bien folichon, mais quelque chose d'un peu cohérent et de joli. Et Fanta, à l'époque, faisait le tour des serveurs pour filmer justement des environnements qu'il trouvait beaux. Il avait déjà 1000 abonnés et il m'a demandé de présenter ma ville. Je l'ai fait et j'ai tellement été un trublion exubérant, plein d'énergie, un personnage de boîte de céréales, j'aime beaucoup cette comparaison, que il s'est dit mais en fait il faut que je le filme comme on filme le lapin dans la pub Nesquik en fait, il faut que je filme ce gars et ça a explosé, ça a bien fonctionné à partir de là, donc c'est lui qui m'a recruté entre guillemets comme ça, et moi je suis bah oui, j'ai rien d'autre à faire, je suis au chômage de toute façon, donc voilà, on gagne un temps fou somme toute. Et du coup, c'est parti de son idée. C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant d'avoir été le bras qui m'a tiré vers le haut, le propriétaire du bar qui m'a dit t'as une jolie voix, viens chanter quoi. Enfin, viens chanter dans mon cabaret. Bon, il m'a pas dit que ce serait du nu, hein, mais je me suis adapté, bien sûr. Du coup, j'imagine que tu avais un attrait déjà sur Minecraft. Oui. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce jeu ? Oh, la création, c'est l'aspect bête de pouvoir créer ton truc avec des ressources quasiment illimitées. Elles le sont techniquement pas, mais elles sont faciles à trouver, faut pas déconner. Donc, à partir de là, c'était communautaire. En plus, c'était un petit serveur, on était plusieurs à construire des choses. Écoute, il y a des gens, pour se défouler, il faut qu'ils aillent à la salle, ou alors il faut qu'ils aillent dans un sac, ou il faut qu'ils cassent des choses. Il y a d'autres, pour se défouler, il faut qu'ils construisent des barrages, il faut qu'ils fassent des ponts, il faut qu'ils fassent des murs, il faut qu'ils fassent des fusées. Je fais partie de cette seconde catégorie. Quand j'atteins des moments de surtension ou de surcharge morale dans ma vie ou autre, généralement on me retrouve très vite sur un jeu où il faut construire une petite ville ou mettre des cubes les uns sur les autres, c'est le réflexe Lego en fait entre guillemets, c'est pour ça. Donc j'imagine tous les jeux de gestion, tout ça. Oui, alors c'est Kaiser 2 ou... Ouais, moi j'adore, tu vois, les jeux de gestion comme ça, Kaiser 3. Oui. J'adore absolument. Après, ça a différentes formes de comme ça. Je sais par exemple Fred, genre du grenier, lui ce qu'il aime bien, c'est les jeux de gestion avec des chiffres. Mais genre avec des statistiques, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait des trucs numbers must go brown, tu vois, il faut que ça stonks pour ça. Moi non, tu vois, je me suis éclaté sur des séries de jeux comme House Flipper ou autre, où t'arrives dans une maison, c'est une épave, tu repars, elle est repeinte et t'as mis des photos bizarres et étranges sur les murs et tu fais voilà, la garderie est ouverte. Donc en gros, t'es un fan d'Animal Crossing, tout ça, tu fonces juste. Pas du tout. Alors pas Animal Crossing, non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum. Il faut pas que ce soit juste un jeu que ce soit joli pour être dans l'aspect social. Il faut qu'il y ait un minimum de pas forcément d'enjeu, mais il faut qu'il y ait un minimum de cubes en fait. C'est pour ça. Paradoxalement, tu vois, je parle des Lego, mais j'ai pas fait les jeux des séries Lego, genre Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, Lego Harry Potter. Ça m'intéresse pas. Ils sont vachement bien, mais ça m'intéresse pas. Je suis là, bah oui, mais c'est juste pour les personnages. C'est pas pour l'action de construire ou de bâtir des choses en fait, ce qui est la chose qui m'attire. Alors tu t'es également pas mal diversifié, renouvelé au cours de ces 15 dernières années. J'avais dit ce que je me suis renouvelé, c'est inexistant. J'ai toujours été le même connard. Mais t'as lancé quand même d'autres projets, t'as notamment le stream de la propreté. Oui. D'où t'es venu en fait cette idée-là ? Le streaming, alors avant même le stream de la propreté, ça c'était juste le nom parce que c'était très drôle. La propreté, c'était à cause de Ken Bogart parce qu'il disait quand il commentait du Versus Fighting, ça c'est propre, ça c'est pas propre, ça voilà. Dans la propreté, ça m'a toujours fait rire. Et le streaming en fait pour moi était la manière de montrer des jeux que je ne pouvais pas montrer sur YouTube parce qu'ils étaient YouTubables ou c'était des jeux qui durent 200 heures ou c'est des trucs de gestion exactement hein, c'est pour ça hein, c'était des trucs compliqués. J'avais fait des séries sur XCOM par exemple, le dernier jeu XCOM, j'ai des derniers jeux mais ils sont sortis il y a 10 ans maintenant, mais ces jeux-là, si tu fais des séries YouTube dessus, ça crève. C'est 300 épisodes, chaque épisode dure 2 heures. Enfin, on n'avance pas. Alors que si t'en fais une espèce d'émission hebdomadaire qui avance et que toi tu progresses, que tu peux rejoindre à n'importe quel moment et que les gens ont l'habitude de suivre en stream, pour moi c'était l'occasion de chanter à la volée. Voilà, c'est mon travail, c'était de chanter dans un cabaret en tant que youtubeur et de sortir des vidéos
bien chiader, préparer spectacle, voilà. Et de temps en temps, je prends ma guitare, je vais dans la rue, je mets un chapeau, puis je vois ce que les gens donnent ou si ça leur plaît. C'était mon état d'esprit. Ça, l'équilibre des deux me permettait à la fois d'avoir la rigueur de faire des choses un peu chiadées et un peu préparées qui nécessitaient une certaine quantité d'énergie, et l'autre, le Twitch, me permettait d'être plus naturel, plus direct et surtout plus interactif avec les gens. C'est l'intérêt du stream. Donc c'est ça en fait, toi, ton objectif reste quand même l'interaction avec tes fans, avec les gens qui te follow. Oui, et même de manière indirecte. J'imagine dans ton questionnaire, tu parles du livre à un moment, oui. Peut-être. Très bien. Et ben, le bouquin, c'est le même principe. Lorsqu'on m'a proposé si j'avais envie de faire des livres, des choses comme ça, la première chose que j'ai dit, c'est non, je n'ai pas la compétence intellectuelle pour être un bon romancier. Être un bon romancier, surtout en plus, je me mets la barre haut entre guillemets parce que on pense à Asimov, qui lui, à défaut d'être un excellent romancier, est un excellent scénariste. Oui. Il a un bon sens du twist, un bon sens de la discrétion. On parle de Moorcock, par exemple, Michael Moorcock. Alors lui, à défaut d'être un excellent scénariste, c'est un excellent littéraire. Enfin, c'est tout ce qu'il écrit est beau, c'est fantastique. Les descriptions sont exceptionnelles. Il te sort des adjectifs que tu n'en as jamais entendu parler, que Shakespeare il savait pas que ça existait. Enfin bref, le gars il a une plume qui est exceptionnelle. Donc je me suis inspiré que des plus grands pour essayer moi de faire quelque chose de médiocre, d'émuler. Mais je savais que c'était pas mon super pouvoir. Si ça avait été mon super pouvoir, j'aurais écrit des romans depuis le début. C'est clairement pas ça. Non, j'ai choisi des livres dont vous êtes techniquement le héros. Je rajoute ça, mais la licence est déposée. Donc c'est pas ça, mais voilà. Des histoires que je choisirais parce que c'est ce principe d'interaction avec le public. C'est le principe d'être un conteur finalement. C'est ce que j'ai toujours été. Donc le fait de pouvoir dire, hey, et si tu prenais ce personnage-là, et si tu prenais cette mauvaise décision, et si tu prenais cette excellente décision, qu'est-ce que tu veux faire et sans jamais trop punir le joueur, à part pour des trucs très bêtes du genre, est-ce que tu vas aller caresser le dragon? C'est une idée à la con, Timmy, tu vas mourir. Ouais, dans certains idées. Là, pour le coup, non. Là, on te prévient en disant, bien que tu vas le faire, puis tu meurs et tu as un achievement parce que t'es mort comme un caca, mais c'est pas grave, c'est bien. Mais en même temps, voilà, il y a des limites. Mais tu vois, on est encore dans cette interaction avec le public. C'est juste que plutôt que de prendre des marionnettes et de faire Guignol ou le gendarme et de mettre des coups de bâton à ma propre main, j'ai décidé de faire ça en bouquin et de laisser le gamin choisir si oui ou non il veut prendre des coups de bâton. Donc du coup, justement, tu parlais de tes livres, je pense notamment à la saga de Billy. D'où vient l'idée de Billy et surtout de son ami le Pyro-Barbare qui est Pyro-Barbare, bien sûr, c'est l'émulsion du personnage que j'avais créé pendant une dizaine d'années, avec laquelle la plupart des gens ont appris à me connaître. Alors c'était le personnage de Skyrim, qui lui aussi finalement n'est pas Bob Lennon. Les gens disent Bob Lennon, le Pyro-Barbare. Non, le Pyro-Barbare c'est différent de Bob Lennon. Le Pyro-Barbare il n'est que dans la série Skyrim, il n'était pas ailleurs. Enfin, c'est vraiment que les gens aient fait cette conflation, ce mélange, alors que pas du tout. Si tu veux, c'est comme c'est Buzz l'éclair. Non, c'est pas Buzz l'éclair. Là, il est en train de jouer à un autre perso. Mais c'est pas grave, c'est Buzz l'éclair, c'est pas important. Toujours est-il que ce personnage du Pyro-Barbare était celui que les gens connaissaient entre guillemets le plus et qui me permettait d'en faire un sidekick. Vu que dans leur esprit c'est un personnage qui est invincible, et qui ne peut pas être vaincu, qui ne peut être que le meilleur si tu veux, dans ce cas-là tu te retrouves avec une impasse. Tu ne peux pas faire les aventures de ce personnage-là parce qu'il ne peut pas être mis en condition d'échec. Ou s'il est en condition d'échec, ça doit être forcé ou alors ça doit être forcément exagéré. L'idée de créer un Billy parce que c'est un nom générique qui moi me fait rire, était littéralement de créer, c'est une idée inspirée des dessins animés des années 90. Il y avait énormément de dessins animés comme ça, Mighty Max, des trucs où un protagoniste qui n'est qu'un enfant se retrouve avec des pouvoirs ou des responsabilités qui sont beaucoup trop excessives par rapport à son panel de compétences, et il est entouré de gens qui sont 10 000 fois plus compétents dans leur domaine que lui. Là, il est généralement l'archétype du gamin avec un gros musculeux à côté qui connaît l'histoire du monde dans lequel il évolue mais ne connaît pas où il est. Ça existe depuis le début. Donc du coup, toi, si j'ai bien compris, ta recherche en fait dans le jeu de rôle, c'est surtout aussi d'incarner un archétype que toi tu as aimé quand tu étais plus jeune. Oui, bien sûr, ou de m'en servir comme vecteur narratif. Mais le truc, c'est que vraiment, l'idée était, je ne peux pas produire des dessins animés du samedi matin comme tels que moi je les ai vécus. Et de nos jours, les gamins, ils ont plein de trucs, mais bon, ils ont Miraculous, qui est très bien, et ils ont Pas de patrouille. Et même ça commence à se faire vieux. Il y a sans doute des trucs qui sont sortis maintenant, avec lesquels les jeunes s'abreuvent et que j'ignore totalement ce que c'est. Et je peux pas faire de shonen, même si c'est une autre branche, mais ça, encore une fois, c'est pour les gamins un peu plus vieux. Et je me suis dit, eux n'ont pas eu ça. Eux n'ont pas connu ça. Non, eux, ils ont eu le Covid, ils ont eu la crise, ils ont eu Macron, voilà, on n'y est pas. Tu vois, moi je suis c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Et en termes narratifs, je suis désolé, Fortnite c'est pas ça. Hein. Fortnite c'est très bien parce que
comme Benza avait dit, je trouve que c'est une excellente comparaison, Fortnite, c'est les Action Man, c'est les Barbie. C'est leur Barbie de l'époque. Pourquoi ? Parce que dans Barbie, il y avait tout. Il y avait la Barbie Obama, il y avait la Barbie blonde, il y avait la Barbie hôtesse de l'air, il y avait la Barbie Sterling, il y avait la Barbie espionne, il y avait tout. Les Action Man, c'était la même chose, mais Action Man, c'est juste Barbie, mais c'était pour les garçons, entre guillemets, voilà. Et tout le monde pouvait se servir des deux, tu vois, il y a moyen de, ok. Mais Fortnite, c'est le même principe. Avec Fortnite, maintenant, tu peux prendre Dark Vador qui boit une bière dans le fauteuil d'Homer Simpson à côté de Rick, de Morty et de Sasuke, si tu veux, en mode Sharingan. Ouais, ils ont même mis les Power Rangers qui est une hérésie totale. Voilà, c'est pour ça. Donc en fait, c'est juste un hub de jouets. Mais ce n'est que ça, un hub avec des jouets. Il n'y a pas de narratif ou d'histoire derrière. Tu vas me dire, et si, il y a plein de saisons, il y a plein d'histoires, plein de choses. Oui, mais tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui va marquer les esprits. C'est-à-dire, dans 30 ans, ils vont pas s'inspirer des narratifs Fortnite pour écrire des bouquins, les gamins. Parce que c'est pas littéralement suffisamment charnu pour pouvoir leur donner un mode d'emploi, entre guillemets, une espèce de voie, la fameuse. Alors je sais que je m'étends beaucoup et je suis en train de partir de l'adolescence, mais tu connais c'est pas le cycle du héros, mais comment ça s'appelle ? Le cercle du héros, cette espèce de truc narratif où t'as un héros, il y a un vieux monsieur, il vient lui apprendre des choses, il s'entraîne, il en chie, il y a un événement de rupture, généralement la mort du vieux monsieur qui lui a appris des choses, il a une période de dépression, il s'entraîne et il revient victorieux. Tu vois, c'est cette espèce de cercle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, je sais plus. Il y a le cycle, mais il y a un terme comme ça. Mais ça n'est qu'un archétype. Un archétype dont tu peux t'inspirer, mais tu peux aussi t'inspirer des archétypes qui, toi, t'entourent dans ta vie. La plupart des auteurs font ça en parlant de leur trauma. Ils font généralement du trauma dump dans leur propre bouquin. C'est ce qui arrive. Hein. Tu prends une auto, tu prends des trucs comme ça. Ce qui est respectable parce que ça donne beaucoup de profondeur à la chose. Mais moi, ce que je voulais donner, c'était pas forcément de la profondeur, c'était pas de la profondeur, mais de la couleur. Enfin, je voulais donner autant de couleurs et de contrastes et de panels de couleurs que moi j'avais eu quand j'étais gosse, où je me prenais des boîtes de céréales et de jouets dans la gueule pour Noël, si tu veux. C'était une folie, les rayons étaient une folie. Les jouets étaient créés avant les séries, si tu veux, pour te dire à quel point. Donc moi, dans l'idée, je me suis dit, si je devais lancer une série de jouets, qu'est-ce que je ferais avec ce bouquin ? Parce que c'est bien ça qui te donne le plus de fun. Au-delà de ça, essayer de rendre ça un peu absurde et un peu drôle à lire de manière à ce que même les adultes puissent s'en amuser, parce que pour moi c'est la leçon que m'a appris Shrek 2. Si tu fais un bon film Shrek, les enfants s'éclatent parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais les parents s'amusent aussi. C'est le but en fait, de faire en sorte que tout le monde s'éclate. Et si tu arrives à avoir cet équilibre-là, c'est un bon spectacle et tout le monde s'amuse. Alors justement, on en a parlé un peu tout au long de cette interview, de cette évolution qu'ont maintenant les jeunes et du média. Toi qui as connu les débuts de YouTube, qu'est-ce que tu penses maintenant du YouTube actuel ? Et encore, attends, je tiens juste à une correction là-dessus. J'ai dit pas mal de choses, par exemple sur la jeune Fortnite, il n'y a pas d'histoire, des choses comme ça. Ça se trouve, je suis un vieux con, j'en sais rien du tout. Après tout, j'ai pas passé 4000 heures sur Fortnite. Ça se trouve, là, des gens qui sont en train de nous écouter ou de nous voir sont là, mais il est conne. Attends, en plus, il y a eu la saison 29 qui est sortie, ça a tout chamboulé. Stacy est sortie avec Brad alors qu'ils avaient rompu. Non mais, vous vous rendez compte que c'est la même chose. C'est comme si ma grand-mère regardait les histoires et les bouquins que je lisais, genre Elric, Conan et tout, en disant mais Conan c'est de la merde, c'est un mec, il est en slip, il va taper un espèce de monstre ou un serpent fait la taille de sa bite, et puis après c'est terminé, c'était un peu dur. Non, moi j'ai regardé les Feux de l'amour, gamin, et il y a 4700 saisons, genre tu sais, non mais tu sais voilà, on en est à ce degré de débile, 4700 saisons, 10 acteurs, donc à un moment tout le monde a couché avec tout le monde et a divorcé 3 fois, tu vois, non mais c'est une folie, donc voilà, donc pour moi, c'est même si mon discours peut paraître très chauvin dans les normes en disant ouais, moi mes dessins animés étaient meilleurs et Fortnite c'est de la merde, c'est pas ce que je souhaite exprimer. Chaque génération dit ça. Voilà, évidemment, chaque génération s'inspire de ce qui a été le pilier, entre guillemets, son pilier narratif, son pilier de cycle, son pilier de mode d'emploi, entre guillemets. Donc je ne m'attends pas à ce que ma grand-mère, si elle eut écrit des livres, n'ait pas sorti un Feu de l'amour médiocre. Mais avec toutes les parties qui, elles, lui ont plu. Voilà, elle va forcément pousser sur ces aspects-là. Donc moi, j'essaie de faire découvrir aux gens ça. Et ça a eu de la chance parce que c'est sorti en 2020, donc c'était juste avant le Covid ou autre. Et l'époque était, je vais pas dire cynique, mais elle était on sortait juste des films Star Wars qui avaient été gâchés parce qu'ils avaient les expectations avaient été renversées. Voilà, tout était subversif.
Et moi, je voulais pas donner quelque chose de subversif, je voulais donner quelque chose d'absurde. Parce que ce qui est absurde, ça peut être drôle. Tu prends Alice au Pays de Merveilles, c'est de l'absurdisme de A à Z. Et pourtant, rien n'est subversif dans Alice au Pays de Merveilles. Tout est entre guillemets très attendu, alors que rien ne fait sens. Donc, c'est ce que je voulais exprimer, et ça allait à contre-courant de l'époque, et apparemment ça a bien plu parce que les gens étaient gavés de ça, mais ils n'avaient pas encore le droit d'exprimer. Maintenant, ils ont le droit d'exprimer, donc c'est différent. Donc pour toi, c'est ça en fait, ce qui fait la beauté du YouTube actuel, c'est la possibilité de s'exprimer comme on le souhaite. Alors ça, non, ça c'est totalement un autre sujet. Moi, je parlais des bouquins encore. Je parlais du procédé narratif et du reste. Pour le reste, sur le YouTube et le Twitch, je me contente d'être un gars drôle et de dire de la merde en même temps que je joue à des jeux vidéo qui sortent évidemment, mais je joue de tout, je touche à tout. Alors là, dernièrement, tu as participé notamment à un épisode de Red Bull Geo Gamer. Ah oui. Je voulais savoir du coup, t'es bon en géographie ou pas du tout? Alors la vraie géographie, non. Si, quand même, évidemment, j'ai une notion pas complètement débile, et je peux te citer des États américains, et je peux te citer des pays sud-américains, mais si tu me demandes de placer tous les pays très précisément au Moyen-Orient, en Argentine, en Afrique, en Chine, bon, la Chine c'est facile, c'est la grosse Chine, voilà, mais si tu me demandes de placer 3 régions chinoises, ah mon gars, on n'y est pas. Non mais c'est voilà. C'est compliqué. Non mais évidemment, donc en géographie, oui, j'existe, mais pas spécialisé dedans spécifiquement quoi. Alors j'avais une dernière question. Quels sont tes projets là pour l'avenir? À court terme ou à moyen terme? Eh ben, j'avais pour projet, c'était moins des projets plus professionnels que personnels. J'avais pour projet d'essayer de refaire ma vie, ma fiancée, donc là, pour le coup, c'est une chance, j'y arrive. Avec de la chance, je vais me remarier, ça va bien se passer, ça aussi, hein, je n'apprends pas de mes erreurs. Et... à son plus grand bonheur. Après mon divorce, là, j'apprends pas de mes erreurs. Let's go. Non, et que veux-tu, ça veut dire que j'ai pas perdu espoir, c'est pas non plus mal. Et là, mon gros projet, c'était d'acheter une maison. T'achètes pas réellement une maison, tu prends un emprunt de bâtard. tu t'endettes sur 130 ans et ils te disent c'est bien, vous avez acheté la maison, mais ce papier nous donne le droit de vous pendre par la peau des burnes si vous arrêtez de donner de l'argent. Pour moi, c'est pas un achat, tu vois, voilà. C'est pas un droit de conquête. Tu n'es pas revenu de 30 ans de légionnaire pour qu'on te donne un bout en Sardaigne. C'est pas en Toscane, ça n'est pas passé comme ça. Donc oui, voilà. Mais c'était ces plans-là. Le plan était plus sur l'aspect personnel que sur l'aspect professionnel, parce que sur l'aspect professionnel, en absolu, je fais des vidéos, je dis de la merde, je fais du Twitch, je fais du YouTube, je sors des bouquins, ce qui me prend déjà pas mal de temps. Globalement, je ne vois pas quel genre d'extension supplémentaire je pourrais me livrer. Je serais très ouvert à l'idée de me livrer à des extensions supplémentaires. C'est juste que j'ai pas d'angle avantageux qui me mettrait dans une position forte de par ma nature de conteur. C'est tout. C'est comme si, je sais pas, t'étais vendeur et je te disais, voilà, t'es le meilleur vendeur du monde, mais c'est quoi tes projets? On m'a proposé de travailler en usine, mais c'est pas la vente. On n'y est pas. Enfin, c'est pas le principe. Donc, je ne sais pas réellement comment je vais m'orienter par le reste de ma vie. Je sais pas comment j'arriverai à m'orienter pour ma vieillesse. Je sais pas comment j'arriverai à m'orienter professionnellement dans les 10 ans qui viennent. Mais je ferai de mon vieux. Je ferai de mon vieux. Je ferai de mon vieux. Ça va bien se passer. J'ai foi. Parce que, écoute, tant que je fais rire au moins une personne, ça veut dire que ce que je fais vaut la peine d'être fait. Merci en tout cas, Bob, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent au micro de l'Entre-deux Geeks. De rien. Sur ce, je retourne faire ma sieste. L'Entre-deux Geeks sur Happiness. On est toujours en direct du Retro Game Festival et on remercie encore une fois Bob Lennon d'avoir répondu à nos questions, à nos micros. Alors avant de recevoir nos prochains invités, à savoir Antoine et Tristan, qui sont d'ailleurs sur le studio. Antoine et Tristan, bonjour, on va pouvoir vous dire bonjour en avant-première. Yes, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouvera tout de suite après. On va d'abord se faire une petite pause musicale et on revient dans l'Entre-deux Geeks dans quelques instants. C'est l'Entre-deux Geeks